Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode de Bonjour Internet. Alors c'est une émission un peu spéciale aujourd'hui encore parce que voilà, actualité spéciale, émission spéciale. La dernière fois c'était le Z-Event, donc on a fait un 100% Z-Event un peu. Là, aujourd'hui, on va évidemment parler du documentaire d'Inoxtag parce que c'est un événement. Je pense que c'est le plus gros événement de l'année sur l'internet français, enfin à moins qu'il se passe d'autres choses, mais c'est le truc qui était le plus attendu par les personnes qui s'intéressent à la culture web. Donc on va forcément revenir dessus en détail. Donc évidemment, le programme du jour, il va être essentiellement centré là-dessus. Hein. Vous voyez, mais ma slide de programme, elle paraît très maigre, mais il y a beaucoup de choses à dire. Donc on va y aller tranquillement. Et voilà un peu pour le programme du soir. J'espère que tout le monde va bien en tout cas, que vous passez un bon début de semaine. Et je suis très content de pouvoir cette émission, pouvoir faire ce live parce que j'étais pas sûr au début de pouvoir être dispo. Voilà. Alors pour moi oui, c'était totalement plus attendu que le Z-Event. On voit en nombre de vues et tout, c'est quand même assez dingue. Et pour répondre, oui, on entend ma voix dans le documentaire. Ça dure 4 secondes. Je pense que je vais essayer de retrouver le passage, mais je pense que ça m'a fait marrer. Parce qu'effectivement, ils ont contacté la production de Backseat pour demander l'autorisation d'utiliser un extrait d'une de mes chroniques. Et en fait, oui, factuellement, je suis dans le documentaire d'Inoxtag, mais on voit pas ma tête, on entend juste ma voix, quoi. Bonjour, bonsoir à celles et ceux qui nous rejoignent. Prenez place, on va commencer. Alors, évidemment, avant de se lancer, vous me connaissez, je peux pas lancer un live sans faire de l'autopromotion. Je peux pas, voilà, il faut que j'en parle. Sur mon Patreon cette semaine, puisque je le rappelle, le meilleur moyen de soutenir mon travail, si mon travail vous intéresse, notamment par exemple si vous êtes des journalistes qui travaillent dans des médias, qui adoraient reprendre les informations, le taf que je fais sans me citer, n'hésitez pas plutôt à payer mon Patreon. Voilà, au moins, comme ça après vous piquez mon taf. Est-ce que c'est une prise de parole visée après avoir appris certains trucs ? Oui, évidemment. Moi, je suis pas comme ça. Je sors pas des phrases de nulle part sans raison. Voilà. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez soutenir mon taf, le meilleur moyen de le faire, c'est via le Patreon. Parce que vous avez accès au replay en avant-première, à des articles, etc. Et cette semaine, il y avait il y a 2 contenus que vous pouvez voir. Il y a évidemment la veille de la semaine, c'est la 49e depuis le lancement de mon Patreon il y a un peu plus il y a 1 an en vrai, donc 49, c'est un beau chiffre je trouve. Dedans il y a plein d'articles, de trucs à voir, à regarder, etc. Et surtout j'ai fait un article sur le documentaire d'Inoxtag. Donc je vais parler évidemment de certains éléments ce soir, mais ce soir je vais essayer aussi de m'intéresser beaucoup aux réactions qu'il y a eu, parce que dans l'article je parle de la vidéo en elle-même, du documentaire, du film, appelez-le comme vous voulez. Mais il s'est passé tellement de choses autour de la sortie que je me dis que c'est intéressant aussi d'y revenir. Et puis comme ça fait pas trop redite non plus. Voilà, donc si vous voulez lire un long papier où j'essaye d'analyser un peu le documentaire et juste un peu de partager un peu mon avis aussi, pour ceux que ça intéresse, hein, je comprendrais que ça vous intéresse pas, mais il y a eu des critiques qui sont à la fois très violentes, un peu injustes, je trouve, et il y en a d'autres en même temps que je trouve très très pertinentes. C'est un documentaire qui a plein de qualités, c'est un documentaire qui a aussi beaucoup de défauts, ou en tout cas de maladresse, on peut dire, ou de sujets qui sont pas assez pris en compte. Mais voilà, on va en parler juste après. Mais en tout cas, j'ai fait ce papier-là, si vous voulez le lire. L'autre chose que je voulais vous partager, alors... Je sais pas ce qui s'est passé. En fait, je sais pas s'il y a des gens de l'équipe de Backseat ici ou pas, mais j'ose pas en parler à l'équipe pour l'instant. Je l'en parlerai la prochaine fois. Mais cette vignette, c'est quoi cette tête ? Non mais en fait, je me sens pas respecté en fait. Je me sens pas respecté. Il y a quelqu'un dans l'équipe de Backseat qui s'est dit cette tronche va être géniale pour la miniature.
Voilà. Après, je sais bien que j'ai une tête qui part un peu dans tous les sens. Les arrêts sur image, c'est un peu compliqué. Mais voilà. C'était une chronique. Alors, c'est une chronique qui a eu lieu parce que Backseat a fait sa rentrée à la fête de l'UMA. Et en fait, donc moi, j'étais pas dans l'émission principale. Ce qui m'a rendu un peu tristoun, honnêtement, parce que j'aurais été content de partager ça avec tout le monde, mais pour des raisons techniques, de temps, d'organisation, ce genre de choses, on m'a proposé de faire ma chronique pendant la déambulation qu'il y avait avec soit des chroniqueurs, soit Jean, avant l'émission. C'est une déambulation dans le festival, enfin dans le festival, oui, à la fête de l'UMA, quoi. Et donc en fait, ce que j'ai fait, un paperboard en fait. Alors moi, je suis pas très je suis pas très content de la manière dont j'ai présenté le truc. Par contre, je suis assez content. Donc vous voyez, en fait, je pouvais pas faire un PowerPoint puisqu'il y avait pas d'écran. Mais donc j'ai fait avec Thomas de la régie qui a été d'une aide incroyable. On a trouvé un paperboard et en fait on a imprimé plein d'images et donc en fait ça me faisait comme un PowerPoint mais avec des autocollants, avec des dessins, etc. En vrai, d'un point de vue créatif, c'était vraiment cool. En vrai, c'est pour ça que moi je suis très content de la forme et d'avoir cet objet-là. Le cadre, il est sympa en vrai, même si avec la lumière plongeante du soleil et tout, ça, c'était peut-être un peu plus compliqué pour l'équipe technique un petit peu de filmer. Mais voilà, franchement, il y a une slide dont je suis particulièrement contente. C'était ma slide sur les cinéphiles. Regardez cette magnifique slide sur les cinéphiles où vraiment j'ai imprimé, je suis allé sur les banques d'images et j'ai tapé homme blanc qui hausse un sourcil et j'ai imprimé plein d'images de ces gars-là pour illustrer les cinéphiles. Donc franchement c'était trop bien et en plus j'ai eu la chance ma meilleure amie qui s'appelle Sherin. Là je vous mets son compte Instagram, c'est Oversherin. C'est un jeu de mots avec oversharing, évidemment. Elle est directrice artistique. Elle vient d'être diplômée. Elle est disponible pour travailler. Elle est DA illustratrice. Elle a un nombre de talents dingue. Donc voilà, allez la suivre sur Instagram. Et elle m'a aidé sur les typos, sur les petits dessins, etc. et tout. On partageait des idées. Je dis moi j'aimerais bien faire ça. Et donc je commençais à dessiner. Puis elle m'aidait et tout. Et où elle dessinait les trucs et machin. C'était trop cool de taffer avec elle, donc allez la suivre. Et voilà, et la chronique, je vous mets le lien évidemment si vous voulez, vous pouvez la voir. Moi je suis juste voilà, je suis un peu tristou de la réalisation même de la chronique, de moi qui galérais, etc. et tout. Mais voilà, vous pouvez aller voir. Voilà, donc un petit peu pour la chronique Backseat, où on a parlé, mine de rien, mais plus des aspects Inoxtag au cinéma que le documentaire en lui-même, parce qu'il venait à peine de sortir. Mais franchement, c'était quand même rigolo à faire, et je suis content d'être là-bas. Et de manière générale, la fête de l'UMA, c'est un délire. Hein. Et en fait, la fête de l'UMA, c'est un chaos marrant, mais qui peut être un peu oppressant parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde et moi avec les foules etc je suis pas toujours giga à l'aise donc il y a des moments voilà, je me mettais un peu à l'écart et tout mais ça va dans tous les sens c'est la fête à la saucisse hein. C'est Roussel c'est la fête à la saucisse mais c'était la première fois que j'y allais c'était assez fascinant j'étais content de passer au stand CGT etc parce que parenthèse, je suis syndiqué au SNJ CGT. Et en gros, voilà, c'était assez cool. Mais pour moi, c'était effectivement très intense puisqu'il fallait que je prépare cette chronique toute la journée quasiment quoi. Et que dire de plus, voilà, j'étais très content. Donc voilà, si vous voulez voir la chronique, c'était une expérience. La prochaine émission, c'est le 3 octobre normalement, et ça sera en plateau. Et ça sera, je pense, la dernière pour moi avant un moment, puisqu'après je pars en voyage pour mon bouquin. Voilà. Et merci encore à Sherin, merci à Thomas, merci à l'équipe de production pour leur accompagnement sur ce petit hors-série de mon PowerPoint qui était donc en fait plutôt un paperboard. Voilà. Ceci étant dit, on va pouvoir passer... Alors, je reprends. Ceci étant dit, on va pouvoir passer au sujet principal de la semaine. Évidemment, on va continuer dans la
dans la lancée. Pour Backseat, la billetterie, je ne saurais pas te dire, faut juste suivre les réseaux, je pense, quand ils vont l'annoncer dans les jours qui viennent, et voilà. Donc cette semaine, il y a un documentaire très important qui est sorti. On en a déjà parlé en live, mais bon, juste pour refaire un petit peu de contexte, en février 2023, Inoxtag, donc un des plus gros youtubeurs français, qui a plus de 20 millions d'abonnés, toutes plateformes confondues, qui en a plus de 8 millions, je crois, sur YouTube, a décidé de tenter l'ascension de l'Everest. Il avait publié une vidéo en disant, voilà, dans un an, je vais aller tenter de gravir cette montagne. Et donc ça a été un projet fou qui a beaucoup fait polémique pour plein de raisons, parce que c'était dans un contexte un petit peu de toujours plus dans les productions YouTube. C'était un contexte aussi écologique très compliqué, puisque l'Everest est devenu une déchetterie à ciel ouvert, où ça se bouscule au sommet parce qu'il y a beaucoup de monde qui veut y aller, parce que sur les campements c'est devenu un peu le tout luxe. Il y a des milliardaires, des millionnaires qui payent des dizaines, voire des centaines de personnes juste pour eux aller au sommet avec tout l'accompagnement et le luxe possible. Donc c'est devenu c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'aller au sommet de l'Everest, c'est pas un exploit. On ne nie pas le fait que c'est un effort physique, c'est très demandant psychologiquement, qu'on risque évidemment de mourir là-dessus et tout. Donc ça reste quelque chose de très important, mais il y a beaucoup de gens qui disent qu'aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'ont pu expérimenter d'autres personnes dans les années même 80, ce genre de choses, quoi. Voilà. Donc on l'a vu se préparer. Il a fait des vidéos sur son ascension, sa préparation, notamment avec un guide très important dans l'histoire qui s'appelle Mathis Dumas, qui au début était un peu pas trop chaud, et puis finalement en rencontrant Inox, il a trouvé qu'il était assez déterminé, sérieux, et qu'il voulait vraiment bien préparer l'ascension. Donc il lui a, plutôt que de l'emmener autour du monde faire le Kilimandjaro et d'autres sommets un peu comme ça mythiques, il l'a gardé beaucoup en Europe et en France, en Suisse notamment, pour le faire. Par exemple, le Mont Cernin, c'est un sommet en Suisse qui illustre le logo de Toblerone. Attendez, mais c'est le Cervin. C'est le Cervin, j'ai dit Cernin, c'est le Cervin. Et donc, ils ont préparé ça pendant pas mal de temps. Ils sont allés une première fois aussi dans l'Himalaya pour faire un autre gros sommet de plus de 6000 mètres, qui est considéré comme le plus beau sommet, qui ressemble au Cervin d'ailleurs, et où ils ont eu beaucoup de mal. C'est plus le logo du Toblerone. Tu fais bien de me fact-checker là-dessus. Mais parce que moi, le Toblerone, je t'avoue que je les ai plus en tête depuis longtemps, quoi. Et donc, ils ont fait ce sommet-là qui a été très complexe, on le voit dans le documentaire. Ils en avaient pas parlé jusque-là parce qu'ils voulaient garder ça pour le docu. Inoxtag est revenu en France, il a fini un peu sa préparation, puis après ils se sont lancés là-dedans. Ils ont aussi fait le Mont Blanc, effectivement, avec Inox, qui est redescendu en parapente avec un guide. Il y a cette fameuse scène où on le voit vomir en plein parapente. C'est l'Amas d'Ablam, c'est exactement ça le nom du sommet de 6000 mètres qu'ils ont fait, qui a été plus dur pour Inoxtag visiblement, mais pour plein de raisons dont on va reparler après. Et donc ils ont fait l'Everest. C'était en mai, le 21 mai je crois, si je me trompe pas, parce que il y avait des périodes d'attente, parce qu'aller là-bas, ça demande beaucoup de temps, il faut y aller vachement en avance, plusieurs semaines avant, parce qu'en plus donc t'arrives à Katmandou, ensuite t'es emmené en hélicoptère dans la vallée, ensuite tu vas à un premier endroit, comme ça pour t'acclimater aussi à la haute altitude. Et donc ils ont tenté l'ascension un jour, après avoir un peu reporté ça pour des questions de météo notamment. Et en fait après il y a juste eu un peu un post de Mathis Dumas qui disait Inox va bien, etc. On savait pas, même si on s'en doutait fortement, parce qu'il y avait un petit peu des indices, des infos à droite à gauche qui ont vite été supprimés à la demande je pense des équipes d'Inox, pour préserver le suspense pour le documentaire. On a juste su que voilà, il allait bien, et ensuite Inox a disparu. On l'a plus du tout revu. On a compris via certaines personnes qu'il avait été à Cuba pendant 2-3 mois, je crois, pour déconnecter, s'isoler, reprendre un peu pied, etc. et tout. Et pendant que son équipe aussi, et lui, après, finalisait le montage du documentaire. Et donc, ils ont annoncé la sortie du documentaire d'abord en salle,
Oui, Albindon, c'est ça. Il est parti dans l'Himalaya faire la Madame. Il est revenu en France et il est reparti là-bas. Donc là, ce que tu sous-entends peut-être, c'est effectivement qu'il a fait quand même un certain nombre d'allers-retours. Ça fait partie des sujets autour de l'écologie, de l'environnement qui sont à prendre en compte. Et qui sont pas montrés ces allers-retours là. Le voyage, l'impact du voyage n'a pas été montré non plus dans le docu. Et donc je disais que c'est sorti au cinéma. À la base, ça devait sortir dans 500 salles parce qu'en fait, il existe un visa que le CNC peut accorder pour qu'un film soit diffusé d'abord au cinéma sur une période limitée, par exemple, en l'occurrence un jour, dans 500 salles maximum, et qu'ensuite ça puisse être mis en ligne sur une plateforme, par exemple YouTube. Ce qui a été le cas pour Inoxtag. Ils avaient prévu donc 500 séances au départ pour le documentaire avec 10 minutes en plus par rapport à la version YouTube, et le lendemain à 14h30, le 14, donc ce samedi, le documentaire sortait sur sa chaîne. Et donc en fait, il y a eu une première polémique. Bon, déjà, il y a eu des chiffres de dingue parce que ils ont vendu 366 535 places de cinéma qui ont été vendues pour la séance de vendredi. Il y a eu des séances le samedi matin aussi un peu. Et en fait, il y a eu un article de 20 minutes. C'est assez marrant, l'article, au début, il était titré comment Kaizen et Inoxtag mettent en péril le cinéma français. Le titre a changé. C'est Kaizen et Inoxtag mettent-ils en péril le cinéma français en ne respectant pas la chronologie des médias? En fait, le problème, c'est qu'ils n'ont pas respecté la règle des 500 séances. Et ils ont fait 800 visiblement, et donc ça le CNC ils n'ont pas apprécié. Il pourrait y avoir des sanctions vis-à-vis de ça, et en fait le docu, ce qui s'est passé, ce non-respect des règles ne met pas forcément là tout de suite en péril le cinéma français, mais en fait le CNC veut surtout pas que ça devienne une habitude. Inoxtag, tout ça, voilà, il y a ce cap des 500 séances dans le cadre de ce visa exceptionnel qui permet d'outrepasser la chronologie des médias, parce qu'en fait normalement vous avez un certain délai entre une diffusion en salle, diffusion sur certaines chaînes, mise à disposition en ligne, etc. Enfin, puis la sortie DVD avant la diffusion en chaîne. Il y a des règles assez précises. Et en fait, ils ont fixé cette règle aussi pour limiter l'impact d'un film qui de toute façon sera disponible ailleurs. En gros, limiter ça à 500 séances, ça permet aussi peut-être potentiellement de ne pas impacter trop la programmation des films qui respectent cette chronologie des médias là. Et donc, ils veulent éviter que ce qui s'est passé avec ce docu qui a explosé les règles globalement ne se reproduisent derrière. Donc ils essayent, je pense qu'ils vont essayer de faire un cas d'exemple. Et voilà. Et en plus, on le voit, c'est vrai que ça bouscule vachement, comme le dit Yann Avox, c'est que on a appris que TF1 avait racheté les droits de diffusion du docu pour un mardi soir en octobre après Koh-Lanta, et en plus, ça allait être dispo sur la plateforme en ligne de TF1. Et ça c'est fou en fait, c'est assez c'est pas totalement inédit puisque Seb il avait eu son documentaire diffusé par TMC mais globalement à bien des égards ce qui s'est passé avec le documentaire d'Inoxtag en termes de diffusion, en termes de distribution, c'est exceptionnel. Il faut rappeler aussi que c'est MK2 qui a distribué le film, et que ça s'inscrivait dans leur YouTube Ciné Club avec MK2, etc., qui est un partenariat entre YouTube et MK2. Ça fait partie de plans, en tout cas pour MK2, pour YouTube, de porter toujours plus au cinéma via ce genre de séances exceptionnelles, des productions qui viennent plutôt à la base d'internet, quoi. Voilà. Je comprends pas trop en quoi limiter le nombre de séances favorise la fréquentation des salles. Alors oui, alors justement, donc tu peux argumenter, je suis d'accord sur le fait que tu peux argumenter sur le fait que justement mettre un film comme ça au cinéma, ça fait venir énormément de personnes. On l'a vu, il y a plus de 366 000 billets qui ont été vendus. Et en soi, c'est bien parce que de toute façon, il y a évidemment une partie de la vente des places qui est reversée pour financer le cinéma au global. Donc en fait, c'est pas de l'argent qui va que dans la poche d'Inoxtag ou de Webedia, ça fait partie du circuit aussi de financement. Donc ça en soi c'est positif. Ça fait venir des jeunes. Moi j'ai vu
le film au MK2 Bibliothèque, et ben en fait, il y avait plein de jeunes, il y avait des gens qui étaient au taquet. En plus, le cinéma à la base, ils avaient prévu qu'une séance, ils en ont rajouté 3. Et effectivement, il y a un côté social, comme le dit Prise, c'est une expérience collective qu'on vit dans la salle. Les gens au début ils applaudissaient, ils criaient le nom d'Inox, ils chantaient un peu, etc. Après effectivement Inox il avait fait plein de rappels pour demander aux gens de bien se tenir dans les salles parce que bah des fois ça peut arriver dans des événements collectifs très populaires, etc. Dans un cadre exceptionnel, il peut y avoir du bruit, ça peut un peu partir dans tous les sens. Et là, moi, la salle, en tout cas dans laquelle j'étais, les gens, il y a eu un silence religieux, il y a eu des applaudissements à plusieurs moments, ou des gens assez émus, etc. Mais c'était une séance assez classique, quoi, au global. Alors, je comprends pas. Attends, salut. Inox était-il dans le coup des plus de 500 ou les cinémas qui ont voulu remplir la salle face au succès? Ça, je peux pas te dire. Mais il y a forcément eu Inox qui a été prévenu, enfin ses équipes, etc. et tout, hein, je pense. Mais je sais pas, hein, enfin dire il était dans le coup. Enfin, on peut pas non plus. On peut pas supposer une malversation volontaire forcément. Je pense qu'il y a des salles qui étaient très contentes de rajouter des séances parce qu'ils voyaient que ça avait du succès, parce que ça fait augmenter la fréquentation au global, ça fait rentrer plus d'argent aussi, hein, donc voilà. Après, de dire à quel point c'était prévu, voilà, on peut pas non plus on peut pas non plus affirmer ça à ce stade-là. Peut-être qu'il va y avoir une enquête plus poussée du CNC aussi, quoi. Et oui, Alfred César, le CNC touche de l'argent sur la vente de ces places-là. Donc voilà, encore une fois, c'est assez vertueux de ce point de vue-là. Après, effectivement, le non-respect de la règle de ce visa exceptionnel accordé par le CNC, ça pose des questions et il va falloir, je pense, beaucoup réfléchir un petit peu à comment ces séances-là sont encadrées, quoi. Donc voilà, il y a eu ce premier truc là, et visiblement donc ce Yana Vox qui je peux le dire, hein, tu l'avais déjà dit, qui est journaliste, qui a des bonnes infos, c'est une source fiable, c'est pour ça que je cite aussi. Le CNC a l'air de dire qu'il n'y aura pas de sanctions financières d'humains. Voilà, je pense qu'il y a eu un coup, il a fallu un petit peu, il va falloir placer des garde-fous, parce qu'il ne faut pas que ça se reproduise non plus tout le temps au vu des risques que ça peut représenter pour globalement l'organisation des cinémas, le respect de tous les exploitants, de tous les distributeurs et de tous les auteurs, les producteurs qui essayent de trouver de la place pour leurs films dans les salles. Mais voilà, c'est assez intéressant en tout cas, parce que au-delà même de l'impact que le docu a dans son propre milieu, dans le milieu internet, culture web, c'est très intéressant de voir, de suivre là dans les semaines, mois qui viennent peut-être, l'impact que Inox va avoir potentiellement avec ce documentaire sur l'industrie du cinéma au sens large, parce que c'est évidemment en voyant ce succès-là qu'il y a plein de producteurs qui vont se dire ah waouh, ça peut être zinzin. Si on trouve un youtubeur, si on trouve quelqu'un d'internet, etc., avec qui on peut porter un projet comme ça, voilà, même si ce sera dur, je pense, d'égaler l'ambition de ce projet-là, ça peut être très intéressant pour l'industrie du cinéma au global par la suite, quoi. Voilà, donc il y avait déjà ce premier aspect-là. Donc il y avait ça. Maintenant, il y a effectivement le film en lui-même. Et il y a beaucoup de choses à dire. Le film, il dure 2h30 à peu près, 2h40 pour ceux qui étaient au cinéma avec les petits bonus de fin. Des bonus qui sont plus des bloopers, qui sont un peu des scènes, on va dire, coupées, où ils blaguent. Enfin, c'est pas... si vous n'avez pas vu le docu au cinéma, vous n'avez pas raté non plus grand-chose à mon sens. Vous avez raté simplement des moments de complicité, de blagues un petit peu... inoxtagienne, j'ai envie de dire, avec des sous-entendus, etc. et tout. Pour ceux qui sont abonnés au Patreon, je vous renvoie au premier article que j'ai fait sur le Patreon. Je vous laisse aller voir. Et voilà. Mais en tout cas, c'est 2h30, c'est très dense. Il se passe beaucoup de choses. Et en même temps, je trouve qu'il y a pas mal de répétitions dans le documentaire, puisqu'on assiste à deux ascensions en fait en une, puisqu'il y a la Madame Lam qui occupe beaucoup et qui va créer de doutes chez Inoxtag et qui va être
pour moi le vrai challenge du documentaire en termes de challenge sportif, physique. Et donc le documentaire voilà, se découpe un petit peu comme ça. Je l'ai, voilà, je vais pas essayer de montrer trop d'extraits parce que j'ai pas envie de me faire strike ou qu'on m'empêche de publier le replay derrière. Mais voilà, en gros, il y a une introduction en CGI assez impressionnante, typiquement dans les ambitions artistiques qu'a Inoxtag de manière générale. Il présente le mont Everest, il y a une introduction un petit peu très prenante avec de la musique assez lourde, beaucoup de basses, etc. On n'est pas dans le ton habituel des vidéos d'Inoxtag. C'est pas le Inoxtag foufou, etc. et tout, même s'il y a des moments drôles où il parle de son ascension avec des hémorroïdes et que ça le gênait énormément, ou enfin là, il y a quand même des moments drôles, on va dire, mais c'est pas le ton général du documentaire globalement. Donc il y a une introduction où il représente le mont Everest, il y a une autre introduction où il se représente lui, où il présente d'où il vient en fait, parce qu'il y a forcément des gens, et on parlait de TF1, effectivement, la diffusion sur TF1+, elle se justifie parce que ça va toucher un autre public, et donc il fallait que le documentaire représente qui était Inox, parce que il y a Inox, il a 8,4 millions d'abonnés, le documentaire a été vu 24 millions de fois jusque-là, il y a forcément des gens qui ne connaissaient pas vraiment en cliquant sur la vidéo. Et donc il se représente, et ensuite derrière il va dérouler sa préparation, donc avec Mathis Dumas. Donc voilà, apprendre à faire des nœuds, apprendre à pas lâcher sa poulie. Il y a ce moment-là où vraiment Inox, un petit peu gaffeur qu'on connaît sur Internet, qui va faire tomber une de ses poulies de sécurité qui est ultra importante. Donc ça, vraiment, c'est tu vois qu'il y a un apprentissage, etc. Mais en même temps, qu'il est déterminé. Voilà, là, c'est le médecin qui lui permet de savoir s'il va avoir... s'il a la condition physique en termes de, comment dire, d'un point de vue de la respiration, c'est le VO2, je crois, qui est quelque chose qui est très important. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont constituées physiquement pour pouvoir supporter l'altitude à ces niveaux-là, et d'autres qui ne le sont pas. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, avec le rendez-vous et avec les tests, la capacité pulmonaire, oui, c'est ça, on peut dire ça comme ça, merci. Il va apprendre, et découvrir s'il est en mesure d'aller faire le sommet. Donc en fait, en soi, son aventure techniquement aurait pu s'arrêter là. Évidemment, il avait les capacités pour, et voilà. Et donc derrière, il y a un petit peu un résumé à la fois des vidéos qu'on avait déjà vues jusque-là, et en même temps la préparation de la Madame Lam, qui est donc ce fameux sommet énorme, ultra impressionnant, qui fait plus de 6000 mètres, et qui a un vrai challenge technique, je trouve, beaucoup plus que l'Everest, visiblement. Et est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas vu le doc dans le chat? Ça, c'est une bonne question, ça, d'ailleurs. C'est assez marrant. Ou des gens qui ne l'ont pas vu et qui comptent pas le voir. C'est assez intéressant, ça m'intéresse, effectivement. Au final, le moment le plus marquant des Greenpeace, c'est que c'est pas l'Everest, mais l'Amas d'Ablam qui franchit avec Matisse. Oui, c'est assez, c'est le moment que moi je retiens plus. Et c'est d'ailleurs Inox, et il le dit après en interview, il dit que lui, il a beaucoup plus retenu l'Amas d'Ablam en termes de challenge et en termes d'émotion, plutôt que le Mont Everest, qui va lui laisser un goût assez amer, je pense, parce qu'il a constaté sur place de lui-même l'horreur que c'est. Et donc en fait, voilà, donc il va, il commence, il rencontre les Sherpas, donc ces guides, voilà, qui l'engagent pour l'aider à porter ses sacs, à filmer aussi, parce que c'est pas juste des personnes qui sont là pour porter ses affaires. Il y en a qui sont vraiment spécialisés dans la captation vidéo, qui vont prendre beaucoup de risques avec lui. Donc il les met en scène un petit peu, mais en même temps pas tant que ça. Voilà, il essaye de les mettre en avant, mais ils seront jamais autant mis en avant que lui. En fait, c'est un des trucs qui est marquant dans le documentaire, c'est que c'est très difficile de laisser de la place à d'autres, à part Mathis qui l'accompagne vraiment du début à la fin. Très difficile de laisser de la place aux autres à partir du moment où la caméra elle est tournée essentiellement vers lui. Parce que c'est lui le héros de l'histoire,
il a ses camarades, il a son équipage, comme il dit un petit peu, et il répète souvent que voilà, ces projets-là se font pas tout seuls, évidemment, puisque bah il a besoin de gens qui l'aident à porter les bouteilles d'oxygène, à filmer, etc. et tout, de gens qui l'aident à financer tout ça. Et donc voilà, il essaye un petit peu de les mettre en avant, et en même temps, bah il n'y a pas la place pour. C'est marrant de se dire que le docu fait 2h30, et il n'y a quand même pas beaucoup de place pour les personnes qui l'entourent, je trouve. Et ça, c'est un reproche qui lui a été fait. Dire qu'il met pas en avant son équipe et les personnes qui l'accompagnent, c'est faux. Je pense simplement que dans la narration, dans l'importance qu'on prête aux personnes qui vivent sur place, qui expérimentent tout ça, je trouve que c'est dommage. Parce que il passe très peu de temps à expliquer la culture là-bas. Vraiment, il arrive à Katmandou, il y a une scène, il arrive à Katmandou, il dit « Ouah, c'est le bordel, on dirait ma chambre, etc. » Enfin, il y a un prisme d'occidental qui est assez marqué dans la façon de voir ce nouvel environnement et les gens qui y habitent. Même dans certains plans, des plans au ralenti, des plans sur des petits-enfants népalais, etc. C'est assez intéressant aussi de se pencher sur le documentaire là-dessus, sur comment on filme un endroit où on n'est pas né, dont on ne maîtrise pas la culture, etc. et qu'on va découvrir pour son kiff, son propre kiff. Et là, il y a une scène qui est assez importante, je trouve. Faut que j'essaie de vous retrouver. Voilà, c'est là où, voilà, là, il est dans un village et il va rencontrer un Sherpa qui va lui raconter un petit peu son parcours, lui expliquer des choses, etc. Et ce passage-là, il est très important, je trouve. Et ce qui est dommage à chaque fois, c'est que il y a le sujet qui pop, un sujet essentiel. Là, les conditions de vie des Sherpas et pourquoi ils continuent à monter en haut de l'Everest, tout simplement parce qu'ils ont besoin de ça pour vivre, pour faire vivre leur famille, etc. Mais ça s'arrête là, en fait. Ça reste très en surface. Et ensuite, on reprend l'aventure. Et je trouve ça dommage. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui estiment que c'est pas vraiment un documentaire, parce qu'on n'apprend pas tant de choses que ça, en fait. Et je trouve ça dommage. Hello. Hello. Fine. Yeah, good. So you do it Everest? Yes. Il a fait 12 fois l'Everest. 12 fois? 12 times. 12 times you go on the top. Yeah. Et lui, il a perdu ses doigts. You catch already. Yeah. Ah, il peut pas nous bouger. This also is gone Ah too. ouais. But now recover. Four. You have not the sensation, the Je pense feeling. qu'il sent plus rien. Là. Quand t'as moins d'oxygène, le sang, il va pas dans les extrémités, il va d'abord dans les points vitaux. Et du coup, ça fait que tu redescends, t'as les chances de perdre tes doigts, quoi. You will go back to Everest or you stop? It's been all last. Yeah. You will try to spring. Next Il spring, va encore essayer? you will go back. Ouais, il va y Tu vas encore y retourner? Il retourne le printemps rouge. En fait, avec l'Everest, il te livre toute sa famille et ses enfants, mais que sinon il n'irait jamais comme ça pour le plaisir, tu vois. Je restais Ok. pas, je vais me faire un Everest pour me faire kiffer, quoi. Faire vivre sa C'est famille. parce que voilà, ils ont pas de choix, quoi. Il sait que c'est une bonne source de revenus au Népal et du coup, il fait ça. Nous, les Occidentaux, c'est le luxe, notre vie. C'est des rêves, c'est des kiffs de monter, parce qu'on peut se le permettre. Mais lui, il y va pour vivre. Nous, on y va pour le kiff. Et lui, il y va pour vivre. Voilà le genre d'image dont je vous parlais. You know YouTube? Voilà, donc ce genre de séquence, c'est vraiment, c'est dommage. C'est dommage parce qu'en fait, il touche du doigt à quelque chose d'essentiel. Et en fait, je trouve ça dommage de pas avoir donné plus de place à ça. Sachant qu'encore une fois, c'est un documentaire de 2h30. Donc là, il y a ces petites choses-là qui pop de temps en temps dans le documentaire qui sont ultra intéressantes. Je fais une parenthèse rapidement parce que là, on rentre un peu dans le cœur du sujet. Évidemment, s'il vous plaît, restez courtois. Pas de véhémence, pas de mots violents, etc. Moi, je banne à vue sans hésiter un instant là-dessus. J'ai bien vu que le documentaire, il attise énormément de critiques, énormément de soutien aussi, etc., qui divise beaucoup. Là, justement, le but, c'est d'avoir une discussion nuancée et de pas rentrer dans la hate ou
au contraire l'éloge gratuite et pas très constructive, quoi. Voilà, je vais juste faire ça, cette parenthèse, comme je fais à chaque fois. Voilà, donc il y a cet aspect-là qui est assez marquant. Il y a un autre moment qui m'a vraiment interpellé, c'est quand donc il commence l'ascension de cette première montagne, donc la Madablam, où ça se passe mal. Globalement, ça se passe mal parce que en fait, Inox et d'autres personnes de son équipe chopent le Covid là-bas, et Inox est cloué au lit, il est vraiment mal. Et en fait, ils hésitent à annuler, ils veulent pas, ils hésitent, et finalement ils y vont. Ils y vont sans être totalement remis, et ça va avoir un impact par la suite. Donc déjà, il y a ces premières décisions, alors qu'en termes de santé, ils sont pas forcément au top, etc. D'y aller quand même. On rappelle que c'est vraiment une montagne assez technique, etc. C'est pas du tout la même économie aussi touristique. Donc il y a un enjeu de sécurité qui est quand même assez important. Et il y a un moment où effectivement Inox il n'en peut plus, et il se pose pas mal de questions. Je me demande si c'est pas là, je vais retrouver j'avais l'extrait un peu en tête, mais je crois que c'est là. Je fais une parenthèse vite fait sur ce plan parce on les voit à flanc de crête, enfin vraiment, c'est très impressionnant. Moi, un truc qui est vraiment, le documentaire visuellement, il est dingue. Les équipes techniques, les cadreurs, les Sherpas qui bossent, qui le filment, etc., qui l'ont accompagné, ont fait un travail de dingue. Les images, je l'ai vu au cinéma, il y a des moments, j'ai ressenti le vertige vraiment face à certains plans, etc. et tout. C'est assez fou à observer. Le taf technique est dingue. Vraiment, pour moi, c'est la principale qualité du documentaire. Et vraiment, j'ai trop de questions sur la manière dont ils ont pu faire. Et ils avaient des drones. Ils avaient un drone pilot. Donc c'est vraiment quelqu'un qui était dédié au tournage avec le drone. Ça, vraiment, il faut le reconnaître aux équipes techniques et à la production et tout. Vraiment, chapeau. C'est fou. Voilà. C'est la merde là. Là, ça fait 4 heures qu'on est parti. Ils ont beaucoup. On n'a même pas fait la moitié. On va faire. We are sick. It's Covid. J'ai jamais vu ça, gros. On est des murs depuis ce matin. Nous, on n'a pas foutu ça pour rien, Mathis, gros. Petite parenthèse pour te répondre, Poskipoy. Donc là, c'est IDZ Prod. IDZ Prod, c'est une boîte de Webedia qui bosse sur des gros projets. Ils bossent pas mal aussi sur du publicitaire dans mes souvenirs. C'est une boîte qui est très internet dans l'esprit, mais c'est surtout aussi qu'ils ont réussi à recruter les bonnes personnes pour les accompagner. Ils ont vraiment fait un travail là-dessus pour trouver les bonnes personnes pour les accompagner d'un point de vue technique. Mais à la base, c'est vraiment un produit de production Webedia. On va se tuer. Là, ils disent on va se tuer. Hein. En plus, là, ils sont tellement raides. Pourquoi on a pu... C'est horrible, Mathis, la sensation. Mec, cette sensation de merde. Casse les couilles. Mec, vous là, absolument aller là-haut. Donc là, voilà, il y a Inox qui est en train de renoncer globalement, et Mathis, il le dira plus tard, il aurait voulu renoncer. Lui, Mathis, dans son esprit, qui est pourtant un guide de haute montagne, qui est vraiment chevronné, il cherche pas à le motiver. Lui, dans sa tête, il veut abandonner, en fait, il veut redescendre. Et c'est ce qu'ils ont l'air de dire, voilà, on va sans doute redescendre. Et donc finalement, donc Inox, là, dit qu'il réécoute
l'enregistrement de son père au restaurant parce qu'il était au restaurant avec son père avant de partir et il a enregistré une conversation avec lui. Et donc là, voilà, il écoute, il y a un peu de mise en scène avec certaines images, etc. Voilà, pour le remettre en forme. Et en gros, il va décider d'y aller. Ou que c'est bon, vas-y. Allez, frère. On bat pas les couilles, je vais essayer. On bat les couilles, on va essayer, Mathis. Ok? Frère, j'ai pas monté ces putains de 2000 mètres pour m'arrêter là, gros. Je te le dis. Alors, s'il faut gratter 100 mètres, Donc là, c'est assez important parce que Inox prend une décision collective qui va impacter le reste de l'équipe. Donc Mathis et 2 Sherpas, si je me trompe pas. Donc il y a aussi les cadreurs. Enfin, ils sont même plusieurs. Donc Inox va voilà, prendre une décision pour lui et en gros prendre la décision aussi pour les autres. Donc c'est un moment qui est quand même assez particulier et vraiment il y a ce truc de détermination, il faut pas abandonner, etc. Je reviens juste après, mais je finirai l'extrait. Bon, allez. You think we can do it, Dodgy? Yeah, do it. We will do it, my friend. Eh, Mathis, on va le faire, frère. On se réveille, on le fait, putain. Voilà, donc Mathis est assez discret, il parle pas beaucoup à ce moment-là, donc tu sens que c'était très 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 compliqué, il le dit dans le documentaire par la suite. Donc il y a ce truc-là, et en fait, c'est vrai que le sujet de l'abandon, le fait de... En fait, tout le propos du docu, mais on va y revenir après, mais Inox essaie de le nuancer par la suite, c'est vraiment ne pas abandonner, quoi. Ne pas abandonner, et moi j'étais très étonné en regardant le film, je me suis dit, ah là c'est intéressant. À ce moment-là, j'ai cru, avant qu'il décide de continuer et d'atteindre le sommet, parce qu'il va l'atteindre, j'ai cru qu'il allait abandonner et qu'il allait avoir donc entre guillemets un échec. Et là, pour moi, le documentaire, il aurait pris une dimension autre, parce que en fait, on n'est plus dans l'ascension fulgurante pure et dure de quelqu'un à qui tout réussit. Globalement. Là, on aurait eu un truc, ah oui, des fois on échoue. Ah oui, et puis ça crée beaucoup de doutes. Et des fois, il faut abandonner. Parce que voilà, on peut pas. Il y a plein de raisons qui font que des fois, il faut pas s'obstiner, etc. et tout. Et aussi parce qu'on n'a pas toujours les moyens de s'obstiner, de rien lâcher. Tout le monde n'est pas égal en termes de moyens, en termes d'accompagnement, en termes de soutien, en termes de background aussi social, culturel, plein de choses. On ne naît pas tous avec les mêmes opportunités, avec la même capacité à se dire ah non, je vais pas abandonner, parce qu'il y a un côté c'est un privilège pour lui de pouvoir continuer aussi de sa position, et en fait il l'adresse peu, quoi. Il adresse peu ce privilège-là. À un moment, il le dit quand il revient en France après cette ascension, il dit qu'il est pourri gâté parce que lui, il se plaint des tournages qu'il fait, alors que d'autres personnes vont travailler à l'usine, etc. C'est ce fameux discours en mode j'ai pas à me plaindre, je dois pas me plaindre, etc. Alors que tout le monde a le droit de se plaindre. Tout le monde a le droit de se plaindre. Simplement, le problème, c'est pas d'être privilégié. Le problème, c'est ce qu'il faut, c'est le reconnaître et en avoir conscience et l'expliquer. Surtout quand on s'adresse à des personnes qui sont pas du tout dans la même position. Et là, on touche à un biais qui est super important chez les youtubeurs, c'est-à-dire qu'en fait, il y a cette fiction de proximité qu'on a avec les youtubeurs qui n'est pas réelle dans les faits, et où des fois, pour maintenir l'illusion de proximité, pour maintenir l'illusion parasociale du lien qui unit un youtubeur à son audience, on va refuser, consciemment ou pas, je dis pas qu'il le fait volontairement du tout, je pense que Inox, personne peut dire qu'il a pas de mauvaises intentions, personne peut dire qu'il a de mauvaises intentions derrière sa démarche, je pense que c'est quelqu'un qui est vraiment très bien intentionné. Le fait de son envie d'inspirer les gens, de les pousser à se dépasser, etc. et tout, ou en tout cas à se mettre en mouvement, comme il dit, c'est quelque chose qu'il a au fond de lui depuis longtemps. Et là, malheureusement, c'est vrai que c'est un moment charnière dans le documentaire. Et ensuite, ce qui se passe, c'est donc il revient en France. Et là, en fait, on va arriver à une séquence qui est assez impressionnante, où en fait, c'est une publicité.
ce qu'il présente comme un clip, en vrai, c'est tourné vraiment comme un clip de musique, c'est très beau, hein. Il y a des très belles images, c'est assez impressionnant et tout, et c'est presque comme un clip de musique, mais en fait, c'est aussi le moment où il va intégrer les autres héros du documentaire qui sont les marques, en fait, parce que encore une fois, pour financer ce genre de projet, il faut énormément d'argent. Il a dit à un moment, une fois en live, que c'était entre 600 000 et 1,2 million d'euros de budget. Je pense que c'était un peu plus au final. Et là, en fait, c'est tourné comme un clip, c'est une publicité, parce qu'il faut bien intégrer les marques. Et donc, en fait, dans les sponsors, il y avait Nike, il y avait Orange, il y avait Herborian, donc les crèmes de soins pour le visage notamment. Il y avait les produits laitiers, mais ça, on va en reparler. Il y avait aussi Thermicé ou Thermic, qui est une marque de vêtements de chaussettes, je crois, pour la montagne. Il y avait Fitness Park, il y avait Deezer, et je crois que je les ai un peu tous cités, je crois que j'en ai pas oublié. Et donc en fait, évidemment, pour financer ce genre de projet, on n'est pas sur la même économie qu'un film classique, même si je sais que Inoxtag, ils avaient déposé un dossier, oui, Nike et Orange, oui, il y avait aussi, évidemment, ils ont tenté d'avoir de l'argent du CNC Talent, qui est cette partie des bourses CNC dédiées à la création web, mais je sais pas, je crois que le dossier a été retiré finalement. En tout cas, ils n'ont pas visiblement, en tout cas, touché de l'argent du CNC là-dessus, quoi. Enfin, à ma connaissance, je l'ai pas vu, à moins que vous me contredisiez si vous avez des infos, mais j'ai cru comprendre que ça fait pas partie du financement. Et donc, il faut absolument des marques. Il faut absolument des marques pour financer ça. Et donc, ils ont trouvé ces partenaires-là qui, en échange de visibilité dans le documentaire, à l'extérieur du documentaire, on va le voir après, et ben en fait, ils donnent de l'argent pour l'aider à financer son projet. Alors effectivement, ah oui, il y avait Air Up, j'ai oublié Air Up, parce que Air Up est présente, parce qu'en fait, dès qu'il boit dans une gourde, il boit dans Air Up. Et ça donne des scènes un peu lunaires où à 6000 mètres, il est là... dans un contexte difficile, et il y a le caméraman qui lui dit et alors Air Up à 6000 mètres ça marche, et fait ça marche vraiment bien frère, machin, etc. et tout. Donc c'est vrai que c'est un peu perturbant. C'est un peu perturbant. Sur France Inter, il dit qu'il a déposé un dossier NCNC, mais ça lui a pris la tête, il a retiré. Faudrait que je réécoute l'interview, etc. Parce que effectivement, je sais qu'il y avait une tentative, mais que ça n'a pas abouti. Je suis même pas sûr que ça soit passé en commission, en fait. Donc voilà, donc en fait, les gens disent ah oui, mais il y a qu'une séquence publicitaire au milieu, etc. Là, ce que je vais vous montrer. Non, en fait, les placements de produits, ils sont tout au long. Il y a Air Up, il y a Herborian, au moment où il se montre. Ah, moi, ma morning routine, c'est cette crème-là, c'est Herborian, etc. et tout. Il y avait sa veste où il y avait tous les logos des sponsors qui apparaissaient aussi. Donc voilà, je vous montre juste cette séquence-là et après on va parler des produits laitiers. Donc là, Nike. Est-ce qu'en plus Nike c'est un accompagnement, il est égérie Nike, c'est même pas juste, et c'est pas sponsorisé par North Face, c'est ça qui est c'est assez marrant, alors que c'est beaucoup de pubs. Ce qui est marrant pour Nike, c'est que en gros, là je cite, c'est Thomas Mongin qui est journaliste, il a fait un blog sur Medium, et il dit oui c'est de la pub gratuite pour North Face qui est pas sponsor, mais quand il arrive au sommet, alors c'est marrant parce que Inox, pour tout ce qui n'est pas montagne et froid, Nike c'est bien, mais dès que c'est dans le froid ça devient North Face, parce que Nike ne propose pas forcément les vêtements pour, et sauf qu'au sommet effectivement on voit quand même Inox avec je crois un masque Nike pour quand même les mettre en avant, et peut-être que Matisse l'est, ça faudrait vérifier, mais voilà. Et Apple, non, Apple, il n'y a pas de sponsor Apple, et à ma connaissance, Apple n'a pas besoin de sponsor, notamment avec un influenceur français. Donc voilà, je vous laisse il y a des images très belles, hein. Ce genre de plan, moi je trouve ça très très beau, hein, pour le coup. Voilà, et c'est intéressant, ce serait intéressant de voir dans quelles conditions ça a été tourné et tout. Tu sais très bien que c'est pas ce qu'on s'est promis. Quand on a commencé cette histoire, on s'est dit cette année, on l'a dédié à cette prépa. Toute l'année, tu m'as prouvé que tu étais capable de progresser. Vous avez vu du Nike. Fitness Park, voilà. Si l'entraînement est trop Fitness Park, Nike. Mais de la musique, mais tu lâches pas. Donc ce que je te demande de faire, c'est de tout
effacer à part le sport. La seule priorité actuellement, c'est le sport, c'est ta profession. Alors réveille-toi. C'est assez... En vrai, c'est beau. Ça, en pub à la télé, je trouve ça stylé, quoi. Mais on sort, effectivement... c'est très différent en termes de DA, de montage et tout. C'est très différent du reste du film. Donc là, on voit Deezer et il écoute une playlist qui existe vraiment. Donc voilà, donc le placement de produits déborde au-delà du documentaire. Air Up a sorti une gourde spéciale Inoxtag en marge du documentaire. Ah oui, bien sûr qu'il y a une équipe à part pour ça. Voilà, et il y a ce plan-là qui a beaucoup fait parler sur Twitter aussi, parce qu'effectivement, c'est un plan avec une transition qui est très belle. Et encore une fois, c'est une chaussure Nike. Donc là, il y a un placement de produit évident, un zoom énorme sur une chaussure Nike, qui, vous allez voir, devient... Voilà, donc ça c'est la manière qu'ils ont trouvé d'intégrer les sponsors. Voilà. Il y a une interview c'était une interview de Michel Benzeno qui est je crois qu'elle est la DG, oui c'est la DG du groupe Webedia. Elle dit voilà, elle dit que je vous lis ce qu'elle raconte à CB News. Il faut dire que le projet bénéficie d'une promotion XXL avec la mise en place de seulement, selon elle, 8 partenariats cohérents, selon la directrice générale, et en ligne avec l'épopée de l'influenceur de 22 ans. Ne voulons pas tomber dans une foire au logo avec une approche de package très industrielle. L'influenceur et le groupe ont tenté ensemble de faire rentrer les marques dans le scénario en devenant des participantes de ce documentaire, précise Michel Benzeno. Par exemple, pendant son ascension, il se déshydrate et a besoin d'eau en permanence. L'influenceur s'est donc associé à la marque Air Up, un système utilisant l'odorat pour aromatiser l'eau comme premier partenaire central. La marque dévoile d'ailleurs à cette occasion une gourde en édition limitée qui incarne l'univers du youtubeur. Donc voilà. Ils estiment, donc voilà, Webedia estime que c'est cohérent, qu'il y a que 8 marques, que c'est bien intégré, etc. et tout. Voilà, je vous laisse juge, vous, de vous dire, est-ce que vous estimez que c'est bien intégré ou pas? Moi, je trouve que c'est quand même très... Par moments, il y a certains trucs qui sont un peu grossiers, faut le dire. Voilà. Mais encore une fois, sans les marques, le documentaire n'existerait pas, etc. Mais ça, c'est un débat plus large à avoir sur le financement des projets YouTube, des projets de personnalités d'Internet. Il y a un autre moment, voilà, ça je vous montre aussi. Là, c'est le moment produit laitier. Donc, produit laitier, c'est un sponsor de longue date d'Inoxtag. C'est les produits laitiers, donc c'est le lobby du lait, hein, voilà, pour résumer. Ça fait des années qu'ils sponsorisent des youtubeurs, ça fait des années qu'ils sont en contrat avec Webedia pour faire des placements insidieux, enfin très très discret. C'est-à-dire, j'ai un autre exemple, quand Amine et Billy y vont aux États-Unis pour un voyage en mode ouais, on découvre les États-Unis, le Texas ou je sais plus quel état. Un soir, un jour comme ça, comme par hasard, ils proposent aux Américains, aux cow-boys qui sont en face d'eux, de déguster du fromage français. Et ben en fait, c'est les produits laitiers qui en fait, en banalisant, en normalisant la consommation de fromage dans des contenus ultra populaires comme ça, qui font leur travail en fait. C'est-à-dire, ça pousse les gens à intégrer la consommation de produits laitiers comme étant normal dans leur quotidien.
Et voilà, Inox, il était allé au salon de l'agriculture. Enfin, il y avait plein de trucs. Il y avait même des formats petit déjeuner avec tout un parterre d'influenceurs. C'était sponsorisé par les produits laitiers. Et voilà. Et donc, en fait, Inox, ce qu'il a fait, c'est que dans son sac, il a décidé d'emmener, je sais pas, 1 kilo de tomes de Savoie. Donc, c'est marrant de se dire, dans son sac, il a gardé la place pour ça. Et donc, en fait, il a proposé une dégustation au Sherpa. Ce qui, en soi, est pas totalement déconnant, enfin, de se dire, un Français qui a... En fait, vous, en tant que Français, vous voyagez à l'étranger, vous allez voir des gens, etc. Il y a un monde où vous leur amenez du fromage français, parce que c'est typique, etc. Donc, d'un point de vue logique, c'est pas déconnant, en vrai. Néanmoins, bah là, c'est une sponsor. Là, c'est une sponsor. Et Inoxtag, ce moment de convivialité correspond à un placement publicitaire. Et ça donne ça. En parlant d'énergie, là-bas il y a les cuisines. Le cuistot il nous régale depuis quelques jours, c'est à notre tour de le régaler. Frenchies, you want to try? Ok, go. Somme de Savoie, it's my favorite cheese. Issu le fromage atomique de France jusqu'ici. Oh là 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 là. Oh merde. Oui. Miam miam. Mais là, normalement il est pas comme ça. Et c'est marrant parce que tu vois, là, vous dites que certains ne l'avaient pas cramé. J'ai une pote qui connaît très bien les réseaux, qui connaît ultra bien la culture web. Elle l'avait pas cramé non plus. Donc c'est vous dire à quel point c'est intégré de manière discrète, etc. En fait, je veux bien. Ah vas-y, moi je goûte. Oh, attends. En vrai les gars, il a juste un peu eu chaud, mais il a l'air bon en vrai. Et oui, c'est marrant. Mais oui, j'avais fait la blague dans un live. J'avais fait la blague en disant « Ah, j'ai hâte de voir comment ils vont intégrer les produits laitiers » parce que j'avais vu sur l'affiche qu'il y avait les produits laitiers comme partenaires et on blaguait sur le fait qu'il allait avoir une dégustation de fromage. Eh ben, elle a eu lieu. Oh, le poulet. Oh là là, il est exceptionnel. It's good on us. Oh là là. La France, hein. Oh yes. Ah ouais, Simon Pêche non plus, il avait pas capté. Donc vous voyez, donc des gens qui sont dans le milieu et tout, c'est vous dire à quel point c'est discret, insidieux, tout ça. Enfin, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Et encore une fois, comme c'est dit dans le chat, ça passe naturellement. C'est un moment convivial, c'est un moment marrant, etc. où Inox leur fait plaisir. Sauf qu'en fait, bah, ça reste un placement publicitaire. You like? It's good. It's good? Yeah. It's good or not? Yes, good. Voilà, donc la publicité. Et en plus, le truc, effectivement, ce qui est compliqué, c'est que, et là, je me suis fait arracher sur Twitter parce que j'ai osé faire un tweet en disant que la signalétique légale n'était pas appliquée. La signalétique n'est pas indiquée. Effectivement, sans l'extension, il n'y a pas d'indication. En fait, à la base, au tout début de la vidéo, je vous remontre, attendez, je vous montre le moment. Voilà, la signalétique qu'il y avait eu, il parle un moment à la fin de ses partenaires, il dit merci à mes partenaires. Et là, en fait, ce qui est indiqué, c'est au début, c'est avec le soutien de AirUp, Nike, Deezer, les produits laitiers, Arborian, Fitness Park, Thermic et Orange. Cette terminaison avec le soutien, et dans la description, c'était marqué merci à mes partenaires, nanani, nanana, de m'avoir accompagné et soutenu dans ce projet de fou. C'est des formulations qui étaient ultra répandues avant la loi sur l'influence commerciale. C'est des formulations qui sont illégales. Parce que ça n'indique pas assez clairement que c'est publicitaire. Les formulations autorisées, c'est communication commerciale, placement publicitaire, etc. Il faut comprendre que c'est une pub. Et en fait, pendant, je crois, un peu plus de 24 heures, il n'y avait pas la bonne indication. Là, si je recharge rapidement la page, c'est apparu ensuite. Où vous voyez en haut à gauche, inclut une communication commerciale. Ça permet, quand vous débarquez sur la vidéo, de voir qu'il y a de la communication commerciale. En l'occurrence, il y en a 8. Mais, et donc, moi, ce qui m'a vraiment choqué, parce que sur Twitter, j'ai expliqué ça et j'ai fait l'update en réponse en disant, bah, la mention a été ajoutée. Et en fait, il y a énormément de gens qui sont
peu éduqués sur le sujet. Enfin, en tout cas, c'est pas péjoratif ce que je dis du tout, hein, c'est pas, je les insulte pas du tout, mais qui connaissent peu les réglementations en vigueur, en fait. Il y en a qui me disaient ah oui mais comme c'est un film, comme c'est au cinéma, c'est pas du tout la même chose, etc. et tout. Mais si il dit avec le soutien de machin et tout, donc arrête de casser les couilles machin et tout. Et en fait non, c'est pas ça. Et la preuve en est qu'ils ont rajouté, ils ont coché cette fameuse case là-dessus quoi. Dans les films, habituellement, vous le voyez plutôt dans le générique, ce qui est pour moi un problème. Mais à la télé, des fois, il y a un petit logo P qui apparaît en début d'un téléfilm, d'une série par exemple, ou même des films, hein, je crois aussi, des fois à la télé plutôt. Au cinéma, c'est plus dans le générique. Et ça, encore une fois, c'est problématique, hein, potentiellement, si on pense, je sais pas, l'exemple des James Bond, etc. Il y avait eu même une histoire, je m'en rappelle, je crois que c'était le dernier James Bond, en fait, comme il y avait eu le Covid, le film avait tellement été retardé qu'en fait, ils avaient dû retourner certaines scènes où il utilise un téléphone, parce qu'en fait, la marque en question avait sorti un nouveau modèle, et que le modèle qu'on voyait dans le film au départ était trop ancien et correspondait plus. Et oui, et encore une fois, quand je dis ça à propos des youtubeurs, moi le discours, je tiens le même discours à propos des médias, à propos des séries. Effectivement, il y a Quentin qui cite Emily in Paris, où il y a des placements de produits. Et Emily in Paris, c'est marrant, c'est les seules personnes qui ont les téléphones qui se plient. Personne veut de ça, c'est un produit qui, je pense, n'est pas très intéressant, mais dans la série, il y a que ça. Mbappé, pareil. Mbappé, j'en avais parlé aussi. Et Mbappé, il a fait son fameux tweet pour son jeu de fantasy football, machin, etc. Et ben, il a effacé le tweet, il a recommencé, il a rajouté collaboration commerciale. Donc en fait, c'est un débat global. Moi, j'en parle parce que mes sujets, c'est les youtubeurs, les influenceurs, c'est ce que je connais le mieux. Mais dans les médias, à la télé, chez les stars de la chanson, de la musique, mais il y a des streamers. Par exemple, je sais que j'ai vu il y a pas longtemps des posts publiés par Horty où c'était clairement, je crois que c'était un jeu concours, et il n'y avait pas de mention. Et donc je me suis demandé, ça ressemblait vraiment, ça avait tous les atours d'une publicité, il faudrait que je creuse et tout, etc. Je dis pas qu'elle fait de la pub mal signalée, parce que j'ai pas vérifié ou quoi, mais les questions se posent de manière large chez beaucoup de monde, et même si la loi elle a plus d'1 an maintenant, quoi. Donc voilà, donc ça c'est quand même assez... C'est quand même assez fou. Je trouve là-dessus, surtout qu'en plus, donc derrière, il y a énormément de vidéos sponsors qui sont faites avec Inoxtag autour de la bouteille Air Up. Inoxtag, dans ses stories, fait beaucoup de promos pour Air Up. Il y a Orange qui a fait une fameuse vidéo qui prône la déconnexion à partir d'images du documentaire. Et donc en fait, alors, on peut pas dire que le discours d'Inox dans le documentaire sur la déconnexion soit influencé par Orange de base, mais peut-être que dans le discours qu'Inoxtag a voulu tenir, Orange y a vu un moyen de puiser un élément de communication marketing. Et encore une fois, ce discours-là, il s'interroge beaucoup, puisque Inox, c'est grâce à Internet. C'est grâce à Internet qu'il a émergé, c'est grâce aux écrans. Et dans le documentaire, il tient un discours qui manque peut-être un peu de nuance, et ça, je vais y revenir après, parce que il invite les gens à se déconnecter. Il dit aux gens, faut aller dehors, etc. Il faut se déconnecter. Alors que lui-même va publier sa vidéo sur YouTube, va demander aux gens leur attention sur des écrans, etc. Et en fait, ça m'amène un petit peu à l'après. J'ai passé beaucoup de temps sur le docu au final, mais sur l'après, c'est que je trouve que déjà, le documentaire a énormément clivé. Et encore une fois, faut relativiser un petit peu ce qu'on voit sur Twitter par rapport à ce qu'on voit sur YouTube. Il y a j'ai oublié son pseudo, mince. C'est la personne qui fait des infographies très orientées culture web. Je vous retrouve ça dans un instant. Voilà, c'est Flef. Flef qui fait des infographies en analysant les données, les commentaires, plein de choses et tout, et data analyst. Et lui, ce qu'il a trouvé, c'est que dans les commentaires YouTube, c'était ultra positif, en fait. C'est-à-dire que
les gens parlaient beaucoup d'inspiration, etc. Donc en fait, ce qu'on voit sur Twitter n'est pas représentatif vraiment de la réalité qu'on a sur d'autres plateformes. Donc je pense que globalement, les gens ont trouvé ça ultra positif. Il y a évidemment des gens qui ont apporté énormément de critiques, hein. Et on le voit sur Twitter, il y a un Locklear par exemple qui a fait un message: bravo Inox, t'inspires et motive une génération entière à réaliser leurs rêves. Rares sont les influenceurs qui font ce que tu fais et pardonne les haters. Leur ego ne supporte pas qu'un jeune de 22 ans réussisse et réalise déjà ses rêves. Un jour ils comprendront. Donc voilà, il y a vraiment ce truc. Oui, YouTube n'est pas représentatif non plus, mais YouTube est plus représentatif que Twitter en termes de vues, en termes de nombre de commentaires. Donc ce message de Locklear, qui effectivement peut paraître un peu un baiser de la mort, puisque derrière il y a beaucoup de gens qui ont rebondi pour s'en prendre à Locklear aussi, parce que c'est une personnalité extrêmement polémique et critiquée sur les réseaux. En fait, il résume bien la pensée de pas mal de gens. En gros, si tu veux aimer une critique même constructive contre Inox, tu es contre la réussite, tu n'aimes pas la réussite, tu es un rageux, tu es un aigri, tu es un jaloux, tu n'as rien fait de ta vie alors que lui à 22 ans il a déjà fait l'Everest, etc. Et en fait, donc, il y a vraiment ce discours-là qui a été énormément porté par les influenceurs, pour le coup, hein, les gens qui étaient à l'avant-première au Grand Rex, qui l'ont célébré en story sur les réseaux, etc. Et puis derrière, effectivement, des gens qui ont réagi aux critiques en disant mais je comprends pas pourquoi vous n'aimez pas la réussite, etc. Qui est un discours vieux comme le monde, hein. En France, on n'aime pas la réussite, hein. C'est ce fameux truc que je pense c'est pas très relevant aujourd'hui, quoi. Et donc je pense que c'est assez intéressant de voir que, mine de rien, ce discours-là, il a encore du poids chez certaines personnes. À l'inverse, il y a d'autres personnes, c'est Régé Le Gorilla, qui est un autre vidéaste qui a surpris beaucoup de monde. Oui, il y a une standing ovation, non, il y a eu beaucoup d'applaudissements à la fin de ma séance. Je pense qu'au Grand Rex, il y a eu une standing ovation, mais voilà. Et Régé Le Gorilla, par exemple, quelqu'un qui était perçu comme quelqu'un plutôt bien à droite, on va dire, en termes de pensée politique et économique, a beaucoup surpris depuis les législatives un certain nombre de personnes, hein. Voilà, c'est quelqu'un qui divise beaucoup, mais il a été très critique vis-à-vis du documentaire d'Inox, notamment sur le discours qui tient sur la réussite, etc. Et voilà, et donc il y a beaucoup de gens qui reprochent à Inoxtag de pas comment dire, reconnaître assez ses privilèges, quoi. Et donc il y a eu beaucoup de réactions. Et puis il y a des gens qui ont moqué aussi un peu le discours inspirant d'Inox, voilà, en faisant des vannes, ce genre de choses. Donc c'est chaotique, hein. C'était vraiment chaotique, c'était très difficile d'essayer d'émettre une pensée un peu constructive sur Twitter, mais comme c'est le cas pour tous les sujets. Voilà, donc c'est émettre un avis sur Inox, que ça soit positif ou négatif, ça pouvait vous attirer beaucoup de critiques, quoi. Mais en fait, ce qui s'est passé, et ça c'est très très intéressant, c'est que Inoxtag, très vite après les premiers retours, il a commencé déjà à nuancer son propos. Il a fait un post Instagram ultra important pour annoncer officiellement qu'il avait gravi l'Everest, et en fait en lisant entre les lignes, mais même sans lire entre les lignes, il a fait une réponse un petit peu aux personnes qui ont émis toutes les critiques qui pouvaient y avoir jusque-là. Il a mis de l'eau dans son vin en fait, globalement. Et il a fait ce texte en disant voilà, à chacun son Everest. Donc déjà il y a des gens qui se trompaient en disant que Inox pousse les gens à faire l'Everest. Non, c'est pas le cas. Inox, il dit voilà, il dit à chacun son propre rêve. Il n'y a pas de grand ou de petit rêve. L'important c'est simplement d'essayer de devenir meilleur qu'hier. Il essaye de focaliser son discours là-dessus. Le fameux mot qu'il utilise pour son documentaire Kaizen, c'est ça, c'est essayer de s'améliorer chaque jour, etc. Les plus grandes aventures se vivent toujours à plusieurs, rien ne se fait seul. Donc là encore une fois il insiste sur le fait que il
il est conscient du fait qu'il n'a pas fait tout seul, mais ce qu'il dit dans le film, et vous allez voir, mais Adrien, tu vas voir, c'est un peu ça que je veux dire en guise de conclusion. Il dit ce n'est pas facile de trouver une passion, d'avoir un rêve. Beaucoup d'entre vous ne savent pas forcément ce qu'ils veulent faire plus tard, mais l'important c'est de s'intéresser à de nouvelles choses, de prendre le temps pour apprendre. Nos téléphones sont des outils précieux qui nous permettent de faire tellement de choses, qu'il y a un discours qui, là, en une ligne, c'est pas vraiment ce qui ressortait du documentaire. Il était beaucoup plus affirmatif sur le côté le téléphone est un poison, etc. Là, il nuance. Il dit on y consacre parfois trop de temps. Parfois trop de temps. 6 heures en moyenne par jour, c'est 10 ans de notre vie. C'est du temps que nous pourrions utiliser pour nous mettre en mouvement, nous offrir des possibilités d'apprendre, de découvrir des passions. Je suis ici grâce au réseau. Donc là, il admet quelque chose qu'il n'avait pas dit dans le documentaire. Donc là, c'est très important aussi, voilà, de noter ça. Hein. C'est que ce post Instagram, là, c'est Twitter, mais il a fait le même sur Instagram. C'est une réponse aux critiques où il met de la nuance par rapport à ce qu'il avait eu comme message dans son documentaire. J'ai pu faire tout ce que j'ai fait grâce aux réseaux sociaux, mais cela devient une drogue pour nous tous. Le message, c'est pas d'arrêter, mais simplement de doser les choses à leur juste valeur, toujours dans l'optique de devenir meilleur. Arrêtons d'écouter les pessimistes. C'est la peur qui nous limite dans nos mouvements. Voilà, encore une fois, on peut en débattre. Il n'y a pas que la peur qui peut nous limiter. Il y a les conditions sociales, il y a les recrutements dans les entreprises qui sont biaisés. Enfin voilà, il y a le délit de faciès. Enfin, il y a plein de choses horribles. Il y a les stéréotypes. Enfin, plein de choses qui peuvent bloquer aussi, c'est pas juste la peur. Voilà, tout comme le regard des autres. Pardon. Voilà. Le regard, entourons-nous d'optimistes, de rêveurs, de ceux qui veulent devenir meilleurs, car c'est parce qu'ils sont différents de nous qu'ils nous complètent et nous apportent les bonnes énergies quand le doute s'installe. Et même si vous n'atteignez pas votre but initial, en vous lançant, vous aurez vécu des expériences et vous augmenterez vos chances de trouver le bonheur. Voilà. Donc là encore, il dit voilà, c'est ok de pas abandonner. Et donc en fait, ce discours qui mériterait d'être développé, d'être encore nuancé, etc., il va encore se contredire un petit peu sur France Inter, interviewé par Léa Salamé, où il va dire, il va quand même tenir un discours où il faut pas abandonner. Et là encore une fois, on sent qu'il est pas très stable sur ses appuis, et il va aussi faire une interview chez Mouloud Achour qui est assez intéressante, et où il revient sur pas mal de critiques qu'il y a sur le documentaire. Je voulais juste vous faire écouter un extrait, je crois que c'est là, dans mes souvenirs, je crois que c'est là. Et il revient un petit peu sur le côté réussite, abandonnée, etc. et tout. Et où il met, encore une fois, de la nuance, etc. Et il y a une contradiction un peu avec le documentaire qui était beaucoup plus affirmatif. Ce que je pense du dépassement de soi, de se lancer des projets, de se mettre en mouvement petit à petit, à son échelle, bah, c'est pas facile pour tout le monde parce que, tu vois, moi je dis, on échoue, mais on apprend. Et il y a des gens, des fois, ils échouent, mais c'est même pas de leur faute. Ça, c'est un truc qu'il dit pas dans le documentaire. Il dit c'est même pas de leur faute. Et ça, c'est important qu'ils le redisent. En fait, il y a tellement d'aléatoires aussi. Et tu peux te charbonner pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Tu fais tout, tu donnes tout, et ça marche pas. Tu vois, moi, au début, quand j'avais 11 ans, ça a marché qu'à 16 ans, à 14, 15 ans. Et ça marchait pas, et un jour, ça a marché. Mais tu vois, des fois, c'est pas ta faute si t'échoues. Et c'est compliqué, et c'est pas facile tout le temps. Et j'essaye aussi de prendre du recul sur tout ça, et de pas rentrer dans la moralisation de faut faire comme ça, faut faire comme ci. Est-ce que toi, ta quête, au final, c'est pas d'avoir des vrais amis ? Bon voilà, là j'arrête à cette question-là et tout. Mais là, effectivement, on sent que oui, il y a eu des discussions. Il y a eu des discussions avec son équipe, un petit peu comment... parce qu'il fait du damage control, effectivement. Il fait du damage control. Parce que là, le discours qui tient là en une interview que beaucoup moins de gens vont voir que le documentaire, bah c'est pas le même discours qui est tenu dans le documentaire. Et c'est ça un peu le truc qui est un peu frustrant. Et donc Inox, il le dit beaucoup, il dit j'ai que 22 ans, je continue d'apprendre, je lis beaucoup les critiques, etc. parce que bah, ça me permet d'évoluer, de grandir chaque jour. Alors oui, effectivement, il a 22 ans. Oui, effectivement, il est jeune. Oui, effectivement, il a beaucoup de choses à apprendre. Mais c'est pas quelqu'un qui est seul dans son coin, c'est quelqu'un qui est entouré, qui est chez Webedia, qui est une des boîtes les plus puissantes de France sur Internet. Il a des personnes qui le managent, des personnes qui trouvent des partenaires commerciaux. Il a un entourage, il a un vrai entourage. Et donc je trouve que c'est, en fait, on peut pas juste
dire oui, mais il a 22 ans, etc. et tout, parce qu'en plus, c'est un discours qu'on tenait déjà sur lui il y a 4 ans. Et je pense que d'année en année, c'est de plus en plus compliqué parce qu'il a un entourage, il y a des personnes qui l'aident. Et le documentaire, c'est un produit culturel qui a été pensé sur la longueur. Et je pense que le discours qu'il a voulu tenir, alors oui, quand il est au sommet de l'Everest, en larmes, qu'il lit le message que sa mère lui a laissé sur le chapeau, dans le bandeau rouge, etc., il est pris par l'émotion, il va peut-être dire des choses qu'il dirait peut-être pas à tête reposée et tout, mais néanmoins, il y a un montage, il y a une voix off, il y a la possibilité derrière d'avoir un discours un peu plus nuancé, etc., quoi. Et moi, je trouve ça dommage, notamment parce que je pense à l'écologie. On n'a même pas parlé de l'écologie, mais l'écologie dans le documentaire, c'est rien en fait. Voire même, encore une fois, ils vont reprocher aux autres. Les files d'attente au sommet, c'est la faute des autres parce qu'ils sont pas assez préparés, alors que nous, la pollution, c'est les autres parce qu'ils ramassent pas leurs déchets. On est tellement sur un recul par rapport à sa vidéo sur l'île déserte où il avait beaucoup plus de discours. C'était sa conclusion, la conclusion de son aventure sur l'île déserte pendant 5 jours. C'était un message vis-à-vis de l'écologie en disant on doit faire mieux. On a exploité la planète, ça peut pas durer comme ça. Faut qu'on repense ça. Et ben là, on n'a pas ça en fait. Et je trouve ça tellement dommage de pas avoir continué à creuser cette évolution là. Je trouve ça vraiment dommage. Inoxtag, encore une fois, je doute pas du tout de ses intentions. Je pense que c'est un jeune homme qui a envie de très bien faire, qui a envie d'être un modèle positif pour les jeunes, qui grandit, qui a commis des erreurs, etc. Mais je pense que c'est tellement dommage que dans les messages qu'il véhicule, il soit pas mieux accompagné. Voilà, encore une fois, je veux pas présager, je veux pas dire ah oui, son entourage ne l'aide pas bien, etc. et tout, mais je pense que il a besoin de personnes dans les gens qui l'accompagnent qui vont lui faire prendre encore un peu plus de recul par rapport à tout ça, quoi. Et je pense qu'il faudrait d'autres personnes en plus qui vont venir le voir, dire attends, là le discours que tu es en train de tenir là-dessus, c'est un peu contradictoire par rapport à qui t'es aussi et à ce que tu montres. Et encore une fois, même voilà, on parlait de la montagne et tout. Moi, j'adore la montagne, j'adore la randonnée, j'en parlais, je prépare un papier et tout sur les jeunes qui se mettent à la rando et on échangeait un peu avec lui. Je suis sorti un peu de ma casquette de journaliste juste pour parler de la passion que c'est de la randonnée, l'humilité que ça t'impose par rapport à la montagne, le fait qu'il y a des endroits où t'es pas censé aller. Inoxtag, il le dit dans le documentaire, hein, l'Everest, il est pas fait pour l'homme. Et à partir de là, je pense que tu te dis, bah, j'ai rien à faire là-bas. Et je trouve ça beau, en fait, de se dire qu'il y a des endroits où l'homme n'est pas obligé, n'a pas à mettre ses pieds, quoi. Donc je trouve que, voilà. Après, c'est ma vision des choses. Je sais qu'elle est partagée par certaines personnes, d'autres pas du tout. Je trouve ça juste dommage que, en fait, les réflexions d'Inoxtag par rapport à cette aventure-là aient eu besoin de déborder du documentaire et qu'elles soient pas dans le documentaire. Parce que ça, et notamment vis-à-vis de l'échec, vis-à-vis de l'écologie, vis-à-vis du dépassement de soi, ce genre de choses, je trouve ça dommage. Encore une fois, je trouve ça génial que s'il y a des gens qui peuvent se motiver pour se lancer dans la randonnée, etc., c'est trop bien. Et il y en a dans les commentaires des gens qui se disent je me suis lancé dans la randonnée grâce à toi et tout. C'est génial. Mais je trouve ça dommage que le discours et ses limites là, quoi. Je pense que je vais arrêter là puisque j'ai un petit animal canidé qui monte une forme d'agitement et je pense qu'il a besoin de sortir, donc je vais vous laisser là. J'ai déjà pris beaucoup de votre temps et encore une fois je suis désolé pour le retard aujourd'hui pour le live. Je vais finir simplement en vous disant que si vous voulez lire un peu plus là-dessus, vous pouvez aller sur le Patreon. Tout simplement, je remets le lien dans le chat. J'ai fait un long papier sur le documentaire et je vais finir avec une petite recommandation. Tout simplement, c'est une série documentaire sur Netflix qui parle de la constitution d'un groupe de K-pop avec des jeunes femmes qui viennent un peu du monde entier. C'est pas en Corée du Sud, etc. Et ça, je vous montre vite fait la bande-annonce. Je sais plus comment ça s'appelle. Ah ouais, ça s'appelle Popstar Academy Cat's Eye. Et je vous montre vite fait un extrait.
Mais en fait, c'est assez terrible parce que ça montre à la fois la réalité du métier, les exigences, les injustices qu'on peut subir aussi. Et voilà. Et c'est un documentaire. Again. It's always been my dream to be an entertainer. I feel very free on stage. I can just put everything out there. Oui, vas-y Adrienne, si tu veux faire une reco vidéo. J'irai voir. We want to be the biggest girl group in the world. The people that created BTS have this vision to take the chaotic K-pop and make it global. Voilà, bon, vous avez le principe, voilà, c'est enlever le... Ah, mais non, mais me lèche pas les doigts! Arrête! Et donc, voilà, ce documentaire-là, il est assez intéressant. Et justement, ils expliquent toute leur stratégie numérique sur les réseaux, etc. Et les conflits que ça peut créer et les complexes que ça peut entraîner chez les jeunes femmes, quoi. Voilà, n'hésitez pas à regarder. Moi, je me suis pris au jeu. Je trouve ça intéressant. Je sais qu'il y en a d'autres documentaires qui parlent de l'industrie de la K-pop qui sont intéressants. Là, c'est un peu décentré parce qu'on est aux États-Unis, même si les jeunes femmes viennent de partout autour du monde. Mais justement, ça a un rôle dans la constitution de ce groupe-là. Enfin, bref, voilà, c'est assez intéressant. Et je vais maintenant vous remercier. Effectivement, la vidéo de Sabine, j'ai pas fini de la regarder. J'avais commencé à regarder Sabine sur sa chaîne, qui a eu l'aide du Sensei d'ailleurs il y a pas longtemps, qui va pouvoir faire pas mal de vidéos et tout. Et j'aime beaucoup sa chaîne. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir été là. J'ai un peu improvisé ce soir et tout, mais je suis content d'avoir pu faire ce live là cette semaine. Et puis bah je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, je suis pas sûr de pouvoir live lundi ou mardi, tout simplement parce que lundi c'est mon anniversaire, mais je pourrais streamer mercredi, je pense, aussi de manière exceptionnelle pour l'instant. Et voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Le replay sera demain matin sur Patreon. Pour les abonnés, et donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, et sinon je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt, et puis bah prenez soin de vous, merci d'avoir été là, ciao, bye.